Visite guidée d'un petit musée des horreurs qui sauvera les archives des chasseurs nazis. Il y a 40 ans, c'était des revues de référence de la vigie sur l'extrême droite. À une époque où celle-ci était encore peu couverte par la presse, aujourd'hui, quelques poignées de militants se démènent pour conserver ce précieux travail. En 40 ans d'enquête sur l'extrême droite, option, nouvelle droite, catho-intégriste et négationniste, Michel Soudet a eu le temps de constituer un petit musée des horreurs. Au téléphone, depuis chez lui, l'ancien rédacteur en chef adjoint de l'hebdo indépendant Politis fait l'inventaire. Le nez dans la grande armoire métallique, un carnet de chants de 200 pages, orné d'une croix celtique, un exemplaire d'un Mein Kampf 1924-1925 d'Adolf Hitler, un peu de Heinrich Himmler, le chef de l'SS, l'intégralité de la première série de la revue négationniste Le Choc du Mois, diffusée entre 87 et 93. Dans mes cartons traînent aussi quelques bibelots comme le porte-clés de Jean-Marie Le Pen, une médaille commémorative du Front National, un jeu multimédia sur disquette, enchaîne-t-il. En farfouillant un peu, je devrais même pouvoir trouver un tract un peu innovant du FNJ, mouvement de jeunesse du FN, pas plus gros qu'une carte de crédit, pratique pour le cacher dans sa poche. Waouh. C'est chaud, hein. Son infâme trésor, le chasseur de tête le garde bien planqué. Comme ça, ça ne se retrouve pas sur le marché de l'occasion. Mais il l'offre quand même à la consultation. Non, en fait, c'est un chasseur de nazis, donc au contraire, c'est des preuves, si tu veux. C'est un journaliste, le gars, donc c'est pas un collectionneur, hein, au contraire. C'est plutôt un trésor, le trésor des horreurs, quoi. Donc son infâme trésor, le chasseur de tête le garde bien planqué. Comme ça ne se retrouvera pas sur le marché de l'occasion. Mais il l'offre quand même à la consultation. Une consultation journalistique ou pour des sociologues et compagnie, quoi. En 2012, il m'avait ouvert grand les portes de sa maison pour l'écriture de mon livre, se souvient l'historien Valérie Higounet, qui préparait un ouvrage sur l'histoire du FN. Ce n'est pas toujours le cas, d'autres refusent. Michel Soudet a toujours accompagné les nouvelles générations d'enquêteurs qui couvrent l'extrême droite. C'est ça, hein, c'est plutôt une archive, quoi. Travail d'archiviste. D'ailleurs, il vient encore d'envoyer un jeune confrère d'un grand quotidien national la copie de l'un de ses articles publiés en 1993 dans Zine Antifa, Ras le front. Donc c'est un vieux Antifa, quoi. Un reportage en immersion dans l'antre même des rats noirs, dit Le GUD, à la Maison de la Mutualité à Paris pour l'anniversaire des 25 ans du groupe Union Défense GUD, lors duquel le leader Frédéric Chatillon lui aurait souhaité bon courage, raconte l'enquêteur en rigolant. Même les souvenirs de Michel Soudet sont des pépites. Bah, c'est clair qu'il doit y avoir des sacrées anecdotes, quoi. Au début des années 80, quand le fafologue entame sa traque, le courant radical de la nouvelle droite est en train d'émerger et va poser les bases rhétoriques identitaires. Le FN s'apprête à faire une percée au municipal depuis les européennes et le milieu conservateur de descendre dans la rue contre la loi Savary de réforme de l'éducation. À l'époque, les liens entre le parti et la flamme et les groupuscules néofascistes sont alors des sujets encore peu traités par la presse traditionnelle. Le travail de veille se fait davantage dans les sphères militantes et se lit dans les zines de collectifs antifascistes comme Réflexe, article 31 ou Celsius. Aujourd'hui vieillissants, ces groupes sont confrontés à des défis fastidieux. Archiver, conserver et rendre accessible au plus grand nombre cette documentation inestimable. Sauvegardée par une poignée d'individus, elle retrace pourtant l'histoire de l'extrême droite en France, à un moment où il est important d'éclairer le présent. D'où l'importance des archives. Renseignement. Notre travail était destiné aux militants. Savoir qui ou quand l'extrême droite essaye d'agir permettait de s'organiser pour s'opposer et déstabiliser l'adversaire. Pendant plus de 20 ans, le réseau d'études, de formation et de lutte contre l'extrême droite et la xénophobie, Réflexe, qui acceptait de répondre aux questions de street press de façon collective et uniquement par mail, a fourni un minutieux travail d'analyse et d'information. La revue voit le jour en 1986 à Nanterre, à l'initiative d'étudiants de la mouvance anarchiste et communiste libertaire.
C'est d'abord en format A5 d'une vingtaine de pages tapées à la machine à écrire et tiré à 300 exemplaires, vendu 70 francs les 10 numéros, où l'on retrouve le récit de lutte de l'époque, soutien aux prisonniers, aux personnes immigrées, pour l'avortement. Ce n'est qu'au début des années 90 que la feuille se concentre petit à petit sur l'extrême droite. Quand Réflexe se rapproche du Scalp, la sélection militante anti-Le Pen, qui deviendra le réseau No Pasaran, un collectif qui mène le combat directement dans la rue. Réflexe et le Scalp fonctionnent comme un petit service de renseignement, à l'époque où il n'y a ni réseaux sociaux ni téléphone portable, raconte un ancien. Les infos se recueillent directement sur le terrain, écumer les événements publics d'extrême droite pour photographier et ficher, faire des filatures en sortie de manif, pirater des bases de données confidentielles, récupérer un document égaré, paraît-il, au cours d'une baston, se faire passer pour un militant nationaliste pour accéder au cercle resserré de la fachosphère. Le militant étaye. Ils ont quand même, comme on dit, mouillé le maillot, quoi. On a conservé des photos de réunions en très petit comité, là où personne ne se gêne pour faire des saluts nazis. Street Press a d'ailleurs pu bénéficier à de nombreuses reprises des archives numériques de Réflexe. Le collectif était le seul à présenter le militant Loïc Le Priol comme une des nouvelles figures du GUD, information reprise dans notre premier article en 2016 sur l'ancien commando. Il est depuis largement connu comme l'un des meurtriers présumés du rugbyman Federico Martin Aramburu. Son parti en infiltration, ouais, non, mais c'est du militantisme total. Ce travail réflexe garde 2 pièces de rayonnage d'archives. Dans notre mouvance, même les lieux les plus assurés, livres et revues, sont toujours évaporés. Alors tout ça a bougé avec nous du local en lieu parfois un peu improbable, raconte le collectif. Les cartons sont déjà retrouvés dans un entrepôt industriel ou dans la salle de repos d'une entreprise. D'accord. Les personnes qui fréquentaient ces lieux n'avaient aucune idée de que se contenaient ces dizaines de boîtes. Aujourd'hui, leur gars peut encore compter sur une poignée de personnes pour prendre soin de ce fonds, désormais stocké dans un petit local. Punaise. Salut à toi, Bender is Black. À la fac, j'avais rencontré le fils d'un réfugié espagnol qui avait infiltré des FAF plus jeunes. Faut être déter quand même. Ouais, non, c'est clair, faut être déter. Hein. Faut être sacrément déter. Quand il a pris sa retraite l'année dernière, le journaliste Michel Soudet a d'abord pensé à tout bazarder, avant de se retirer de la capitale pour s'installer à la campagne. Il devait faire le tri dans sa tonne de documents que peuplait son bureau. Il a contacté l'Institut d'histoire du temps présent, une unité de recherche du CNRS au moment de faire ses cartons, pour savoir si ça aurait pu intéresser de récupérer tout ça. Mais je n'ai pas eu de réponse, explique-t-il. Alors, un bout est parti à la benne. Il a notamment liquidé sa collection de présents, une feuille historique de la mouvance nationaliste catholique aux écrits racistes, antisémites et homophobes lancés en 82. Il a eu comme rédactrice en chef la cadre du député RN Caroline Parmentier, avec qui il avait passé un deal pendant plus de 10 ans. Je leur ai envoyé un politis en échange. Il nous a envoyé présent. D'accord. Il s'est aussi débarrassé de ses Rivarol, un hebdomadaire antisémite fondé en 51. Enfin, c'est ouf hein, quand même. La plus grande difficulté pour conserver, c'est de trouver des mètres carrés. Ah, c'est clair. Quand les collectifs n'ont pas les moyens de louer un local de stockage ou un serveur, ils se tournent vers des lieux plus institutionnels. Les numéros d'article 31, revue Antifa d'investigation, a disparu en 89 sous la pression des procès internes par l'extrême droite. Sont désormais à la Contemporaine, anciennement appelée Bibliothèque des documentaires internationaux contemporains, à Nanterre, explique Michel Soudet. Il a lui-même écrit pour Zine. Ironie de l'histoire, c'est aussi là que se trouvent la plupart des archives de la mouvance nationaliste et des journaux de collaboration. Alors, sur la photo, Réflexe s'est procuré un petit local loin de tout physiquement comme politiquement. Interdiction du Blue Do Nounours. Bonne nuit les nazis. Eh bien.
Outre les conditions matérielles de stockage qui occasionnent souvent des pertes de documents, humidité, mythe, température ou lumière qui détériorisent le papier, le collectif sont aussi soumis aux aléas du militantisme, disparition d'un camarade, bruit politique, attaque. Raison pour laquelle Reflex s'est procuré un petit local loin de tout, physiquement comme politiquement. La priorité a été donnée à la sécurité, encore plus maintenant avec les élections incertaines à venir. Même ma copine ne sait pas où se trouve le local, glisse un des membres du collectif. Même numérique, les archives restent un défi de conservation. J'ai gardé mes vieux ordinateurs sur lesquels j'avais mes notes. Mais je n'arrive plus à les réveiller. Merde, raconte le journaliste Michel Soudet. On a pu perdre des archives en raison des disques durs inexploitables et de formats de fichiers obsolètes, explique aussi Hervé du site Antifa La Horde créé en 2012. La plateforme a quand même mis en place quelques mesures de précaution. N'hésitez pas à aller suivre La Horde. Ils font un super travail aussi. Tous nos contenus sont sur notre site et jamais uniquement sur nos comptes sur les réseaux sociaux, ce qui est dans le cas pour de nombreux groupes Antifa. Mais la pérennité de leurs publications dépend parfois entièrement du bon vouloir des plateformes qui les hébergent, poursuit le militant. Et oui, toujours le problème des serveurs. Transmission. La question de l'accessibilité des archives est un vrai souci et ne trouve plus de réponse malheureusement dans le milieu militant, constate Reflex. Au fil de son existence, le collectif a laissé quelques chemises, rarement des boîtes entières, chez des étudiants, des journalistes, des militants, pour consultation. Il ne les a parfois jamais revues. C'est la vie des archives, mais on ne pardonne rien. Tranche le groupe avec amertume. Désormais, elles ne sont plus ouvertes à la consultation. Bah ouais, j'imagine quoi. Derrière le grand projet d'archivage qui avait réussi à réunir plusieurs forces Antifa, avait trouvé une concrétisation dans le Centre de recherche et d'information de la démocratie et de l'autonomie, CRIDA. Cet assaut de chercheurs, journalistes et militants créé en 1993 travaillait notamment avec la Ligue des droits de l'homme pour regrouper et entretenir les dossiers de presse, périodiques, livres et de l'extrême droite. Les clivages politiques ont eu raison d'elle dans les années 2000. Ces rapports annuels sur le racisme, l'extrême droite et l'antisémitisme en Europe aujourd'hui dans les fonds de plusieurs collectifs. Sur la photo, de 1993 à 2000, la CRIDA a imprimé 4 rapports sur l'extrême droite en Europe. Imaginez que maintenant il pourrait faire des rapports tous les mois. Si on devait réfléchir à le relève, nous n'aurions pas de réponse, observe Reflex. On a le sentiment que le milieu militant n'est plus forcément demandeur de certaines ressources plus anciennes. Aujourd'hui, le travail de veille se fait sur les réseaux sociaux, où le principal objectif est la collecte de photos. Seuls quelques journalistes ou chercheurs spécialisés sur l'extrême droite font encore appel à Reflex. Hervé de la Horde constate. Aujourd'hui, il manque un réseau où les coordinations antifascistes pourraient centraliser les documents, réfléchir à leur conservation pérenne et surtout traiter les archives avec plus de moyens humains. Merci Street Press. On peut finir sur cet appel est-ce qu'il ne serait pas temps de créer une asso ou je ne sais quoi pour faire une histoire de l'extrême droite française, voire une histoire de l'extrême droite tout court, quoi. Ça serait un musée des horreurs, c'est sûr, mais c'est nécessaire, quoi. C'est nécessaire pour les historiens.